Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis accompagné de Croissant et on a décidé, vu qu'on est une semaine un peu entre deux avec les ProQuest, etc., de vous faire un petit métatalk parce que Croissant a plein de choses à vous dire. Parce qu'en ce moment, il expérimente. Il expérimente des choses et il y a vraiment pas mal de choses à dire, que ce soit pour les nouveaux joueurs, les plus anciens, parce que bon, on connaît Croissant, hein, quand il se lance, ça va être de la technique alliée à un peu de fun quand même. Hein, c'est fun, hein, les Max V. Hein, c'est rigolo. C'est fun, C'est c'est rigolo. fun, Euh, c'est très fun. Je prends juste, du plaisir. ouais, beaucoup de plaisir à te les prendre dans la gueule. Oh. Ça, c'est beaucoup de plaisir. Juste avant qu'on commence, je vais faire une mini aparté parce qu'on va parler d'un petit tournoi qui est organisé par quelqu'un de la commu. Donc qui a lieu donc c'est en dehors de Paris, je crois, c'est pas très loin de Disney. Voilà, donc Mm. c'est un tournoi un peu particulier puisque c'est un tournoi qui, on va dire, agrandit les lots au fur et à mesure que les gens participent au tournoi. Donc c'est un tournoi qui n'est pas à vocation de gagner de l'argent. Tout ce que vous payez dedans est réparti ensuite en lots. Donc je vous ai mis la petite image juste au-dessus de moi pour les personnes qui ont la vidéo, mais normalement même si vous êtes en podcast, vous avez la vidéo quand même. Si vous voulez plus de renseignements sur ce tournoi, je vous invite à aller voir sur le Discord FR et à poser des Yes. questions. Il y a moyen que ce soit un petit tournoi fun. Moi, je sais que personnellement, j'aurais pas le temps d'y aller parce que ça tombe à un moment où j'ai pas le temps. Mais si vous avez envie d'aller y jeter un coup d'œil, surtout n'hésitez pas, les tournois dans la commu, ça fait toujours Mm. plaisir et faut soutenir Mm, ce genre mm, d'action. mm. Voilà, juste Yes, mini yes. aparté en début d'épisode. Juste pour ajouter un tout petit peu, c'est un tournoi qui, a priori, sauf si ça change d'ici là, sera en commoner. Je sais qu'un des organisateurs réfléchit à peut-être modifier un peu ça et tout, mais l'idée c'est de pas avoir un truc qui ait un aspect trop compétitif et qui Mm. puisse justement permettre à des nouveaux joueurs ou des nouvelles joueuses de venir s'amuser aussi sans avoir besoin de toutes les cartes, etc. Euh, la PAF, alors je sais plus le prix exact, mais la PAF est cher pour un tournoi classique parce qu'elle inclut un repas en fait le midi, il y a un repas qui est pris en charge. C'est ça. Voilà, encore une fois, comme à D-Night, si vous avez besoin de plus de détails et tout, allez checker le Discord FR. Mais voilà, on salue l'initiative, c'est toujours cool d'avoir des projets comme ça qui voient le jour et que des gens de la commu fassent des choses parce que c'est comme ça qu'on a régulièrement des événements, des trucs sympas et tout. Et c'est comme ça que la commu vit et continue à se développer. Mm. Exactement. Cela étant dit, donc on remercie la personne qui organise ça et qui m'a contacté pour en parler un petit peu. C'est pas une OP, hein, qu'on précise quand même. On ne reçoit pas d'argent pour ça. Mais du coup, on va parler de la classique question qui va du coup enchaîner sur l'épisode, parce que vous allez voir que plein de choses vont en découler. Croissant, comment s'est passée ta semaine dans Flesh and Blood? Trop bien. Enfin, non, pas trop bien. Je devais jouer à ProQuest dimanche. Et round 1, j'ai perdu contre mon lit. Et round 2, j'ai perdu contre mon réveil. Ou l'inverse. Bah bravo. Bref, je me suis réveillé trop tard. Du coup, je n'ai pas pu jouer au ProQuest. C'était un peu dommage parce que genre, j'aurais bien aimé tester le deck que je voulais jouer dans un setup de tournoi ProQuest et tout. Et je pense que j'aurais eu un filtre qui était plutôt cool pour moi, genre moins d'azalea que ce que j'attendais, c'était plus dans les basses tables et tout. Donc ça aurait été cool parce que j'aurais joué Dashio, évidemment. Parce que oui, vous vous en doutez bien, hein, on va parler un peu méta, on va parler un peu aggro, on va parler un peu de tout ça. Ça fait 3 semaines que je vous dis que Dashio c'est un excellent deck. Donc c'est pas pour maintenant parler d'autre chose, hein. On maintient la ligne éditoriale du podcast. Mais en tout cas, ouais, j'étais un peu déçu. Mercredi dernier, je fais une armory, j'ai fait 3-1. Hier, parce que du coup, on enregistre jeudi, c'est un peu particulier, mais du coup, hier, j'ai fait 3-1 aussi. Ça fait 2 fois que je fais 3-1. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 fois que je fais 3-0 into 3-1. La game la semaine dernière, alors en plus elle est en stream, c'était contre Damien.
donc s'il y en a qui passaient un peu sur le stream de Uchronies ou qui veulent aller voir les replays, n'hésitez pas. J'ai fait un énorme misplay qui me coûte littéralement 2 points de vie. Et du coup, je perds probablement la game là-dessus. Après, Damien a super bien joué la game, vraiment rien à redire. Il a eu la variance de son côté, mais c'est ce qu'il faut avec le deck. Je suis le premier à le dire, surtout contre des mécanos. Et là où je suis impressionné, c'est que ça fait pas super longtemps qu'il joue le deck, parce qu'il joue avec Cano. Et enfin, il a pas fait d'erreur sur ses lignes, en fait. Genre, le deck lui a donné les lignes qui le faisaient gagner et il les a bien jouées. Du coup, c'était cool. Et du coup, cette semaine, donc hier au moment de cet enregistrement, j'ai à nouveau fait 3-1. J'ai perdu contre un Katsu en dernière game. Katsu qui avait été également le gagnant du ProQuest du Gros dimanche. Donc là, il est en forme. Très bon deck, deck un peu high roll entre guillemets, dans le sens où il joue beaucoup de combos. Et du coup, il a des cartes qui vont individuellement être souvent un peu moins fortes de ce qu'un deck Katsu pourrait faire, mais qui, dès qu'il y a des mauvais blocs ou dès qu'il y a un bon enchaînement de 2 ou 3 cartes en main, va faire des tours assez explosifs. Et comme il augmente le nombre de cartes de combo, il a plus souvent des combinaisons de combos naturelles, donc ça punit aussi plus souvent les blocs. Faudra que je revoie la game parce que pareil, j'ai la chance qu'elle était en stream puisqu'on était en finale. Je regarderai la game parce que je pense que je fais des erreurs dessus. Et je pense que j'ai des moments où j'aurais pu mieux jouer et où j'ai fait des choix qui n'étaient pas forcément les bons. Je dis pas du ça pour enlever à mon adversaire parce que pareil, il a très bien joué, j'ai pas vu d'erreur de sa part. Donc, vraiment bien joué à lui. Il mérite 100% la game. Mais plutôt que de me dire ah il m'a high roll sur un truc ou il m'a high roll sur un truc parce que le dernier tour je le perds parce que il a entre guillemets tout ce qu'il lui faut en main et du coup je fais des mauvais blocs, mais c'est des mauvais blocs qui sont des blocs qui sont mauvais parce qu'il a des trucs en main. Bref, tout le problème de jeu contre Katsu. Mais en fait avant ça je pense que je fais d'autres erreurs et lui n'en fait pas. Du coup pareil en fait dans un truc où genre j'ai une bonne sortie, moins un ou deux éléments, il a une bonne sortie, il joue bien, moi je fais des erreurs, normal qu'il gagne la game. Vraiment mérité. Mais avant ça, du coup, j'avais fait 3 wins. Une contre Kano où j'avais repris ma revanche. Euh, une contre Night Crash, dont on vous parlera peut-être un peu plus dans l'épisode parce que lui aussi teste des choses. Et une contre un Faille qui m'a fait Art of War into Art of War into Art of War 3 tours d'affilée. Alors en vrai, le troisième était pas si bon parce que du coup il est sur une main de 4 cartes, c'est un peu faible et tout. Mais très content de comment j'ai joué la game. J'ai pas résolu de max V ni rien et genre j'ai quand même win. Donc très très content de la game. Mais du coup voilà, donc j'ai pas pu jouer le ProQuest, j'étais un peu déçu. Je suis à 6-2 avec le deck en Armory sur les 2 dernières semaines là. Et je continue à m'en dire que c'est un très bon pick, hein. Voilà, on est content. Et toi Knight? Écoute, moi j'ai pas pu jouer de ProQuest, pas parce que j'ai perdu contre Mouli ou contre mon réveil, c'est parce que tout simplement je n'étais pas là. J'étais à l'événement de Zerator à Montpellier ce week-end-là. Donc c'était incroyable, on a vu les petites voitures se taper dessus. Mais un peu triste quand même de ne pas pouvoir jouer le ProQuest. Et j'ai enfin pu, parce que du coup, comme tu le dis, on enregistre le jeudi, donc j'ai fait l'Armory donc hier à Uchronie et la semaine dernière également à Uchronie. La semaine dernière à Uchronie, j'ai fait 2-2 avec Faille. Bon, c'est inutile de vous dire que voilà, j'adore le héros et c'est le héros que j'ai le plus joué sur Flash and Blood. Mais on va dire que sur les 4 games, j'ai une game qui se passe correctement. C'est une game que je gagne. J'ai plus le souvenir des match-ups par contre. J'ai une game où j'ai la variance de mon côté, où j'arrive à résoudre un Art of War tour 2, je crois. Donc c'est-à-dire que je perds le toss, il me fait commencer, je vois un Art of War en main, ça me permet de l'arsenal, de partir au deuxième tour. Donc ça, c'est un peu le setup
qu'on veut voir avec Faye quand on perd le toss, parce que sinon c'est assez compliqué. Et les deux autres games, le deck m'a littéralement détruit la tête. Donc, typiquement, la semaine dernière, j'ai résolu 3 Ravnus Rabble. Les 3 ont révélé une bleue. Ouais, dont une contre moi. Voilà, oui, dont une contre toi. On va dire que c'est un peu compliqué de jouer de jouer un deck aggro quand on annonce une raid qui tape à 2 go again. En effet, d'ailleurs, une contre croissant qui te donne un bloc Crown of Providence qui empêche un hit momentum Trop bien. absolument sublime. Donc ça, c'est le genre de petit move dans le deck qui, malheureusement, quand vous n'avez pas la variance de votre côté, qui peut un peu vous enterrer. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, je sais que le deck reste très stable. On en parlera un peu plus dans l'épisode, puisque ça, on va quand même un peu parler d'aggro. Par contre, hier, du coup, j'ai enfin pu venir avec un autre deck. C'est un deck que je veux tester depuis pas le temps. C'est un deck que je teste un peu aussi sur un autre système de jeu que le physique. Hier, j'ai joué Max. J'ai joué Max The Hype Nitro. C'était très fun. C'est la première fois que je joue vraiment mécano à une armory. Il y a des play patterns qu'il faut que je me rende dans le crâne. Mais honnêtement, j'ai pas pu faire grand chose. J'ai fait 1-3. Ma première défaite, c'est contre Islander, qui me fait Aetherize Veinfuse, Aetherize Veinfuse, Channel. Ok, le Channel reste 2 tours. Aetherize Veinfuse, Channel, Setup Insidious, Aetherize Veinfuse. Je crois qu'il m'a fait 7 Aetherize Vein, quelque chose comme ça. Et quand vous jouez aggro, c'est une bonne carte. Enfin, une bonne carte pour l'adversaire. Voilà, donc, à résoudre contre vous. J'avais beau avoir AB3, je suis mort, mais on va dire plus lentement. J'ai perdu une game contre Dory H. Parce que ça, je pense que j'ai juste complètement misplay. Même si j'avais un deck à ce moment-là, je crois que j'avais mis 70 cartes dans le deck. Le problème, c'est que les mécanos vous boostez, surtout quand vous jouez aggro. Et c'est quelque chose que j'ai pas forcément l'habitude avec Faye. Faye étant quand même un très très bon anti-fatigue. Et là, on s'est retrouvés tous les deux à 1 PV, mais moi, je me suis retrouvé 100 cartes dans le deck. Donc, malheureusement, il me met un coup de hache sur un coup de hache sur un coup de hache. Et moi, je peux pas Banksy en boucle. Ce n'est pas faisable. Donc, je perds là-dessus. Et je perds également une game contre le monsieur, là, contre Croissant, qui me fait un tour délicieux. Voilà, donc si un jour vous êtes à une table avec Croissant qui joue Dashio, qui vous regarde et qui pose ses cartes et qui dit vas-y, envoie, je bloque pas, soyez sûr de prendre la foudre, parce que c'est la deuxième fois qu'il me le fait et les 2 fois j'ai pris la foudre. Tu dévoiles mes strats. Bon, c'est pas une strat de dire à l'adversaire que tu vas le fumer tes 2, quoi. Donc, justement, tu vois, on entretient le storytelling, du deck. C'est vrai. Mais je suis quand même content de l'avoir joué parce que c'est des mécaniques très différentes et je pense que je suis un joueur qui a besoin de changer aussi, notamment au niveau du bloc. J'ai besoin de beaucoup plus réfléchir à mes blocs. C'est quelque chose avec Faye qu'on fait relativement peu en soi et c'est un aspect du jeu qui reste très très important. Croissant qui me le répète tout le temps aussi et je pense qu'il a raison là-dessus. Donc je pense que j'ai continué à le jouer. Peut-être j'ai très certainement amélioré le deck. Mais sinon, ouais, pour les choses un peu plus compétitives, je pense que pour l'instant, ce sera soit du Faille, soit autre chose. J'ai fini pour la semaine. Je te propose qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Ouais. La méta actuelle, on part du principe, donc là, la banlist, au moment où l'épisode sortira, donc dimanche, la banlist sortira lundi. On sait, donc la banlist sortira demain, on sait qu'il y a une faible probabilité, donc on ne le sait pas encore au moment où on enregistre, que Islander soit LL si elle gagne le calling Melbourne. C'est une possibilité. Mais on va partir du principe qu'elle ne le gagne pas. Donc on part du principe pour cet épisode que Islander n'est pas LL. Voilà. Par contre, on part du principe que Lexi est LL. Ça, on part bien du principe. Ah, ça on le sait. Ça y est, ça c'est acté. Donc, Croissant, parle-nous un peu de comment tu vois la méta au niveau de l'aggro, puisque Lexi était le plus gros aggro actuellement. Et un peu aussi de tes expérimentations, parce que du coup, comme tu l'as dit, tu testais beaucoup un nouveau héros qui s'appelle Dashio. J'apprends à jouer aggro, c'est marrant.
je bloque pas et j'envoie des patates. Euh, Alors, en fait, déjà, on n'en avait pas fait un épisode de podcast au sens de discussion, mais on a déjà fait la vidéo tier list avec PDPU qui était un peu sur le même genre d'éléments. Euh, et j'ai vu, alors je sais plus quand il l'a streamé, je crois que c'était il y a quelques jours ou une semaine grand maximum, mais pour ceux qui connaissent Nathan Crawford de la team The Card Guys, qui a des fois des takes un petit peu particulières, des fois va chercher peut-être un petit peu trop loin des solutions et des choses, mais reste quand même overall plutôt un très bon joueur et fait souvent des résultats. Alors, il n'est pas forcément en top 8, donc ça ne se... Enfin, on voit pas forcément son nom passer sur les top 8 de Pro Tour et tout, mais il est souvent autour des top 32, voire un peu au-dessus. Mm. Euh, Pour ceux qui ne le connaissent pas, Nathan Crawford, il me semble que c'est lui qui est réputé meilleur braillard. C'est quelque chose comme ça. Il a énormément joué braillard. ouais, bah, c'est un gros joueur de Runeblade, et du coup, comme Braillard était pendant longtemps un des meilleurs decks, il a beaucoup joué Braillard, et ça fait partie des gens qui gagnaient des ProQuest avec, même quand elle était autour des 950 et qu'elle était beaucoup moins jouée, parce que vu comme pas trop pertinente dans la méta. Et du coup, donc en fait, sur sa tier list, enfin, justement, en fait, il fait pas une tier list, il a streamé en disant, ok, on part du principe que pour les Worlds, la méta, c'est ces héros-là. Donc je crois qu'il cite Azalea, Islander, Bravo, Dromai, Faille et Dash, je crois, et qu'il est en mode, ok, ces 6 héros-là vont être les plus représentés. Je crois que c'est ça, ouais. Euh, Et du coup, en fait, il regarde, ok, est-ce que en dehors de ces 6 héros-là qui ont l'air d'être les meilleurs en termes de power level, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être pertinentes à venir jouer parce que ça contre une grande partie de ces decks-là. Et du coup, c'est une approche, comme on en a parlé dans la tier list avec Hugo, pardon, que à titre personnel, j'apprécie beaucoup et que je trouve beaucoup plus pertinente que juste ce deck-là a X power level, ce deck-là a Y power level, donc deck X est meilleur que deck Y et on n'en parle plus. Et du coup, voilà, en fait, c'est un peu sur la base de ça que en ce moment, je réfléchis un peu à des decks, à quels sont des bons decks aggro, pourquoi jouer des decks aggro, pourquoi jouer tel ou tel deck, et tout ça. Et du coup, bah, actuellement, je pense que Lexi est en partie, les deux aggros qui ont l'air les plus évidents, c'est Faille et Katsu. Pourquoi Faille et Katsu? Parce que c'est des decks qui ont déjà fait leurs preuves dans les derniers tournois ou dans les dernières métas, surtout Faille. Parce que c'est des decks qui sont supposés avoir un bon ou très bon match-up contre Dromai, ce qui, attention, a changé avec les tomes et la capacité à swarm le board, et qui est un peu moins vrai pour Katsu aussi. Genre, Katsu est un peu moins bon que Faille dans Dromai. Et que c'est aussi des decks qui étaient assez fortement gatekeep par Lexi. Parce que Lexi était un deck qui était capable de mettre limite plus de dégâts qu'eux, et en plus de ça, d'avoir de la disruption qui les empêchait de fonctionner correctement. Du coup, avec le départ de Lexi en LL, et même en assumant que Islander reste, mais si Islander et LL ce week-end, ce sera encore mieux pour les ninjas. En fait, on se retrouve sur un spot où Faille et Katsu ont l'air d'être les aggros qu'on a le plus envie de jouer. Le truc, c'est que du coup, moi, à titre personnel, je considère que Faille n'est pas le meilleur aggro. Et Katsu, c'est un petit peu différent, je connais moins le deck, mais j'ai l'impression que tu es quand même un peu plus dépendant de séquencing dans tes sorties et dans, pas forcément des erreurs, mais des choix de l'adversaire, et que y a plus de moments où tu es puni par la variance, ou de moments où tu es puni par des choix ou des éléments adverses de disruption, etc., que quand tu joues Faille. Je pourrais en parler un petit peu plus de Katsu et Ouais, ouais, Faille ouais. plus tard. Il y a une dimension Ouais, ouais. intéressante entre les deux, en fait.
je pense qu'effectivement, on aura Night Crash qui pourra en parler mieux que moi après. Mais du coup, donc pour moi, Faille a deux gros avantages qui sont la consistance de ses tours. C'est-à-dire que Faille est un deck qui va, à part des mains vraiment horribles, présenter de manière consistante 14 dégâts par tour. Et c'est un deck qui, grâce au Mask of Momentum, grâce au Kodachi si vous jouez une version Kodachi, grâce à la Phoenix Flame, gagne souvent en value lorsqu'il clear des dragons de Dromai. Donc c'est un des decks qui est capable de bien contrôler le board state de Dromai tout en ne perdant pas ou peu de value avec ses cartes, puisqu'il peut en retrouver, ou que c'est des cartes qu'il aurait eu gratuitement de toute façon dans son tour, etc. Et je sais que là, les gens vont se dire non, mais il a pas que ça, il a aussi Art of War, il a Spreading Flames, il a le masque, il a Salt the Wound et tout. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle des power cards, et c'est ce qui est nécessaire à aggro pour exister. Parce que si vous me dites ça, je vous dis ok, bah Dash, elle a Maximum Velocity, elle a Tom of Yendal, elle a ce genre de truc, elle a Ayoktan, elle a. C'est des cartes qui vont avoir des rôles similaires. C'est-à-dire des cartes qui vont enable des tours lorsqu'on les set up bien ou même lorsqu'on les pioche sur une main un petit peu lambda, de faire exploser nos maths et de passer à plus que les 14 pour faille par exemple. Et du coup, donc, à partir de ce raisonnement-là, qui est donc, pour rappel, faille est consistant sur ses dégâts au tour par tour, il a un bon match-up contre Dromai, et je considère que c'est pas le meilleur deck aggro, en termes de power level, et là je parle pas de méta mais de power level. Mon idée c'était d'essayer, alors aussi parce que j'ai aucune envie de jouer faille, mais ça c'est encore autre chose, mais mon idée d'un point de vue et d'un aspect compétitif, c'est d'essayer de jouer un deck que je pense être un meilleur aggro en termes de maths et de capacité de raise, de présenter des dégâts, qui est donc Dashayo, et qui par contre du coup n'a pas forcément la même facilité contre Dromai, en tout cas pas grâce aussi, enfin pas de manière aussi flagrante qu'avec Mask of Momentum et Phoenix Flame, et qui est Dashio aussi un deck qui par nature étant un mécanologiste, si on build un deck aggro, va avoir des potentiels problèmes contre des decks fatigue ou des decks qui peuvent te fatiguer, ce que Faille a peu, voire pas du tout. Et du coup, j'ai beau être à peu près persuadé que Dashayo est un meilleur deck aggro que Faille dans l'absolu, et que c'est potentiellement le meilleur deck aggro, en tout cas post-Lexi, en termes de dommages, de comment tu peux build la liste et tout ça. Le problème, c'est que si Dashayo ne répond pas mieux à des questions dans une méta, il n'y a pas vraiment de raison de le jouer. D'où le fait que je continue à le maintenir, mais pour l'instant, tant que les listes sont pas mieux développées, mieux faites, etc., je pense que on est sur un spot où comment ça s'appelle, le meilleur choix d'aggro pour les Worlds, en tout cas actuellement, ça reste probablement Faille. Parce que bon match-up contre Dromai, parce que meilleure tenue de match-up contre Bravo, et que Dashayo va avoir plus de mal à rentrer des reacts pour aider contre Azalea, que Dashayo va plus se faire fatiguer par Bravo, que Dashayo a potentiellement un moins bon match-up contre Dromai, etc. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui font que Faille est possiblement encore un meilleur choix dans la méta actuelle que pourrait l'être Dashayo. Maintenant, et c'est toute la question autour de répondre à une méta et de comprendre pourquoi un deck peut être intéressant à jouer et pertinent à jouer au-delà juste de son power level. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est répondre à des questions avec le deck. Et du coup, pour finir un tout petit peu sur ce point que je redévelopperai après, mais d'abord, je vais laisser Knight après parler un petit peu plus de Faille et Katsu d'une meilleure manière que moi. En fait, on est sur un spot où
je pense que Dashayo a le potentiel d'être, en termes de power level, le meilleur aggro du format. Le truc, c'est que si c'est pas de beaucoup et que donc Faye est pas très loin derrière, mais que Faye a plus de pertinence dans ses match-ups, ou que Katsu a plus de pertinence dans ses match-ups et pareil est pas loin derrière, euh, il y a probablement plus de raisons de les jouer quand même. Et tant que les listes de Dashio n'ont pas été mieux travaillées, que le deck n'a pas été solve, on va dire, comme peut l'être Faye ou Katsu, je pense que le deck ne pourra pas s'imposer comme un des decks qui définit le format. Au sens où Lexi, par exemple, l'était sur le format d'avant. Et du coup, je pense que, en fait, Dromai a tellement pris d'importance en termes de représentation et de force avec le tome, et Azalea étant tellement sur la pente ascendante, et Faye étant tellement un bon deck aggro solve, que je pense pas que Dashayo a la place actuellement d'ici les Worlds en 2 semaines de devenir un des méta contenders, pas au sens de c'est un bon deck avec lequel vous pouvez aller faire des perfs, mais au sens vraiment de c'est le deck que les gens considèrent comme le méta ou un des plus méta et vont préparer leur deck, leur side, leur choix, etc. en fonction. Et ça, je pense qu'on va pas y arriver dès les Worlds. On pourrait y arriver à un moment, mais je pense qu'on va pas y arriver dès les Worlds. D'où le fait que Faye reste quand même un pick probablement pertinent. Et encore une fois, quand je dis ça, on l'avait dit dans la tier list avec Hugo, mais on n'est pas. Enfin, quand je parle d'agro et que je dis que Dashio est pour moi un meilleur deck que Faye, ça ne veut pas dire Faye d'un coup est un deck nul. Ça veut dire que si Faye c'est un 8 sur 10, Dashayo c'est un 9 sur 10. Ou un 9 sur 10 et un 7 sur 10. Ça ne veut pas dire que Faye d'un coup est un 2 sur 10. C'est ça. Encore une fois, donc tu l'as bien dit, ça tu parles de power pur, tu parles pas au niveau d'une méta, au niveau de ce que tu affrontes, etc. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que du coup je vais enchaîner sur justement Faye et Katsu, parce qu'en ce moment c'est quelque chose que je remarque, il y a une grande discussion dans les ninjas, en tout cas à Paris, c'est la grande question de Faye ou Katsu. C'est quoi la différence? Pourquoi les jouer? C'est quoi l'intérêt? Etc. Et du coup, je vais faire ma tech ici, maintenant. Comme ça, c'est fait, c'est gravé dans la roche. Les deux decks sont deux decks ninja. En soi, ils ont intérêt à faire la même chose. Je redévelopperai après là-dessus. Mais ils sont radicalement différents. Pour les nouveaux joueurs qui nous écoutent, même si ce sont deux decks ninja, Katsu utilise une mécanique que Faye n'utilise absolument pas, ou en tout cas, il utilise une version dérivée. C'est la mécanique des combos. Les combos, qu'est-ce que c'est? Vous allez jouer une carte. Cette carte va interagir avec la carte suivante. Donc le meilleur exemple, c'est vous jouez Surging Strike. En main, vous avez un Whelming Gust Wave. Whelming Gust Wave dit combo. Si vous avez joué un Surging Strike avant, gagne +1, go again et on it draw. Meilleur exemple de ce qu'est un combo. L'avantage de Katsu, c'est que quand vous faites un hit avec votre première attaque action card, ça ne compte pas avec les armes, vous pouvez défausser une carte à 0 de votre main et aller tuto un combo. Maintenant, avec Katsu, le fait de pouvoir enable ces lignes de combo, ça peut ouvrir des play patterns, notamment aux gens qui savent jouer Katsu, absolument monstrueuses. Je vais parler que d'un seul style de liste Katsu. C'est la liste que notamment on a vu au ProQuest, c'est la liste qu'on voit là en Armory. Et c'est une liste qui se démocratise énormément. C'est le Katsu beaucoup plus aggro qu'avant. C'est-à-dire qu'on en arrive à un stade où donc Katsu a plusieurs lignes de combo, les deux plus connues étant la ligne Dishonor, donc Surging, Descendant Gust Wave, Descendant, Bond of Bond. Ancestry, Dishonor, et la ligne Lord of Wind. Donc là c'est Surging, Whelming. Non. Non, c'est pas ça. C'est Surging, Whelming, Surging, Mugenshi Whelming, Release Mugenshi Release, et Lord of Wind. Lord of Wind. C'est ça, qui est une liste combo, qui est un enchaînement de combos qui est plus destiné à empêcher la fatigue. Parce que ça permet de remettre des cartes dans le deck, etc. C'est une ligne qu'on a vue en tournoi, notamment contre des Bravos, qui est arrivé en fin de deck, et là, le Katsu, il part dans sa combo, et il fait des très grandes lignes de Lord of Wind, des choses assez fortes. Mais là,
les listes de Katsu qu'on voit actuellement, c'est principalement des decks où on voit la liste la liste donc combo Dishonor, Mhm. plus des Fluster First rouges, des cartes qui vont donc des 0 pour 4, qui n'ont pas forcément Go Again, mais qui ont donc le mot-clé combo, et qui peuvent donc être allés chercher, soit avec Bond of Ancestry, soit avec le tuto de Katsu. Faille, bon, j'en ai déjà parlé un peu dans la chaîne, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire une deck tech, donc il va bien falloir que je m'y colle un jour, à faire une deck tech faille pour un peu expliquer Mhm. tout le fonctionnement vraiment en détail. Faille n'a pas ses lignes de combo, mais on va dire que lui, plutôt que de faire des lignes de combo, il fait des lignes tout court. C'est-à-dire que la grande force de Faille, et c'est ce qui fait sa grande force par rapport à Dromai, c'est que contrairement à Katsu, ou contrairement aux autres agros, c'est très courant d'avoir des 6-7 chainlink avec un Faille, même si c'est des petites, mais du coup on va proc. On va menacer une ou deux fois le Mask of Momentum, on va menacer X fois le proc du Pouncing Links, et c'est ce qui le Mhm. rend extrêmement intéressant, extrêmement aggro et surtout extrêmement consistant. Parce que si vous arrivez à faire de façon consistante 6 ou 7 chainlink, si elles sont à 2 et certaines à 3, bah comme l'a dit Croissant, on arrive assez facilement à des tours à 13, 14, et je parle sans Art of War, sans ce Oui, genre de ça, c'est choses. des tours avec une main de 4 cartes assez classique. C'est ça. Maintenant, dans la méta, comme tu l'as dit, maintenant que Lexi est parti, Lexi nous posait énormément de problèmes en tant qu'aggro. Et là, je pense que c'est autant vis-à-vis de Katsu que de Faille, mais Katsu encore plus. On parle ici d'enchaîner des attaques, donc des arrows, qui de base ont une value supérieure aux vôtres. C'est-à-dire que l'exemple qu'on donne, c'est Infecting Shot. Infecting Shot, c'est pas une en tout cas dans Lexi, c'est pas une attaque à 5 pour 1, c'est une attaque à 5 pour 2, parce qu'il faut la mettre avec Voltaire, puis la tirer. Sauf que le fait de la mettre avec Voltaire lui donne Go Again. Le Lexi peut Ouais. la booster, sauf que, ok d'accord, ça va coûter 2, mais en fait, le pool de cartes de Lexi, enfin le pool de power cards de Lexi, donc là on va parler typiquement de Rainrazor, Tree of a Kind, etc., ça lui faisait faire des tours absolument démentiel, parce que là, ça commence à faire des infecting shots qui tapent à 7, qui on hit vous remettent 2. Donc là, infecting shot se transforme en 9 pour 2. C'est des bonnes maths, je pense. C'était quand même de très bonnes maths. Il y avait les codex, notamment les codex of Frailty, qui impactaient beaucoup plus Katsu que Faille, parce qu'avec Faille, quand on affrontait des Uzuri notamment, on switchait, on pouvait mettre l'Emberblade, qui est une arme draconique, chose que Katsu ne peut pas Mm. faire. Katsu, lui, il a les Kodashi et il va pas mettre un Edge of Autumn. Très clairement, Oui, oui. Bah, de toute façon, Age of Autumn, ce serait donc voilà, ça ce serait marcherait pas non pire. plus. Mais... Donc ça fait que ça a juste annulé les Kodashi, parce que les Kodashi, bah, sauf Relti, t'as pas Mm. 0. Donc c'était encore pire. Maintenant que Lexi est parti, on arrive à un point où Islander est bientôt LL. Islander est un gros problème au deck aggro. Et le premier constat, c'est il n'y aura plus de Ice dans la méta. Qui dit plus de Ice dans la méta, dit plus de Frostbite. Qui dit plus de Frostbite, dit présente-moi des dégâts, tu peux pas m'empêcher d'en faire plus. Je mets un peu Bravo de côté, parce que le match-up Bravo est très différent. Je pense qu'on a un meilleur match-up contre Bravo avec Faille qu'avec Katsu, avec les listes actuelles, pour une raison que je vais donner maintenant. Faille est un deck qui peut partir au deuxième tour. C'est-à-dire que, imaginons, c'est ce qui m'est déjà arrivé, c'est ce qui est déjà arrivé à pas mal de gens, vous perdez le toss, votre adversaire dit tu joues faille, tu vas donc commencer à jouer, parce que nous en tant que faille, on aime beaucoup commencer en second pour prendre des cartes à l'adversaire, commencer directement à mettre des points. Vous allez regarder votre main de départ, vous allez voir un Spreading Flames, ou un Heart of War, ou un Mounting Hunger, ce genre de cartes qui peuvent vous faire des très gros tours. Vous allez vouloir l'arsenal, votre adversaire va vous attaquer, vous allez prendre les dégâts, votre adversaire va vous présenter 15, 15 ou 16, imaginons. Et bien vous, avec 5 cartes, vous allez lui présenter 20 ou plus. Ça, c'est quelque chose que Faille a beaucoup plus de facilité à faire que Katsu. Et c'est le premier point que je vais un peu développer
au niveau de pourquoi l'un ou l'autre. Le fait que Faille puisse partir aussi rapidement, ça le met légèrement devant dans la méta par rapport à Katsu. Parce que Katsu, lui, ok, il va pouvoir arsenal une carte, sauf que le problème, c'est que vous pouvez pas faire votre ligne parfaite de bound pour aller tuto des choses du deck, parce que pour tuto quelque chose avec Band of Ancestry, il faut bannir une carte de son cimetière. Sauf que vous n'avez pas de cartes dans votre cimetière de base, il faut soit avoir bloqué, soit les avoir discard. Donc Katsu va prendre quelques tours pour se mettre en place, il va vous présenter des tours assez intéressants, il va vous menacer avec des Mask of Momentum, mais pour vraiment déchaîner son potentiel, il va falloir qu'il attende 3 ou 4 tours, d'avoir mis des cartes dans son cimetière, donc des cartes combo avec son cimetière, et c'est là où vraiment vous allez commencer à prendre la sauce, parce que du coup, vous allez voir votre adversaire commencer à prendre son cimetière, regarder un peu, ok, j'ai un Flusterfist rouge avec lequel j'ai défendu, j'ai un Dishonor avec lequel j'ai défendu, donc je vais pouvoir discard une carte de ma main, aller chercher un bond, jouer le bond, enlever le Dishonor, jouer le Dishonor, lui donner go again avec les bots, derrière refaire un Descendant Gustwave, et vous dérouler un peu. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire dans les premiers tours. Or, la méta avec le départ de Lexi et probablement Islander incessamment sous peu s'accélérant, Katsu est obligé de partir sur cette liste plus aggro pour pouvoir race justement, que ce soit Faille, que ce soit Dashio, parce que Dashio, pour avoir regardé avec Croissant, pour l'avoir vu jouer, c'est un très bon consistent à être le meilleur aggro au niveau des maths en tout cas, parce que ça fait des gros chiffres. Mais pour l'instant, là, je continuerai de dire, dans la méta actuelle, ce serait Faille. Maintenant, pourquoi Faille? Maintenant que je vous ai un peu décrit comment jouer, tu n'hésites pas à m'interrompre hein, si tu vois que j'oublie des trucs ou des trucs. Ouais, t'inquiète. Non, mais pour l'instant, ça paraît cohérent. On est Euh, bon. on est bon. Le plus gros problème actuellement, c'est Dromai. C'est pas un problème en soi, mais dans le sens où pour les agros, c'est Dromai. Parce que, bon, je vais dire quelque chose un peu con, hein, mais quand vous jouez contre Dromai, vous avez deux solutions. Soit vous clinez les dragons, soit vous clinez la tête de votre adversaire. Mhm. C'est un problème que vous allez avoir avec Dash, c'est un problème que j'ai eu avec Max, c'est un problème que vous allez avoir avec Katsu, parce que Katsu, ok, vous pouvez mettre les Kodashi, mais les Kodashi ne proc pas le Mask of Momentum, vous allez être obligé de mettre des cartes avec combo dans les dragons, c'est des cartes que vous voulez mettre dans la tête de votre adversaire, parce que c'est des cartes qui ont énormément de valeur, des Surging Strike, vous en avez pas à l'infini, des Whelming Gustwave, vous en avez pas à l'infini, des Bond of Ancestry, vous en avez pas à l'infini. Maintenant, Faille, c'est une autre histoire. Parce que Faille, on a une carte qu'on a à l'infini qui s'appelle le Phoenix Flame. Et c'est très courant de présenter une attaque sur la Dromai adverse, juste faire Kodashi Kodashi, Phoenix, tuer le dragon avec le Phoenix, pioche sur Momentum. Pour une carte, vous avez pioché une carte, vous avez éliminé un dragon. Et c'est là toute la force de Faille dans la méta actuelle. On voit beaucoup de fields avec des 30% Dromai, 25%, genre quand même énormément de joueurs de Dromai. C'est ce qui fait que pour moi, là tout de suite au niveau aggro, Faille reste, si la méta reste dans l'état où elle est, le meilleur deck aggro actuel. Ensuite, il y a deux gros problèmes de taille. Il y a Azalea et Bravo. Alors pourquoi je prends ces deux-là? C'est parce que ce sont ceux qui disruptent en dominate le plus. Donc potentiellement, il va falloir raffiner les listes de failles, parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, je l'annonce aujourd'hui, si vous jouez Azalea ou Bravo et vous tombez sur un faille qui vous joue un Art of War, il a mal sidé son deck. Pourquoi? En vrai, ça peut dépendre, mais je suis assez d'accord. Parce que Azalea, notre pire ennemi, enfin nos pires ennemis dans Azalea, ça va être Remorseless, Red in the Ledger. Red in the Ledger étant la pire carte de l'univers pour tous les agros confondus. C'est-à-dire que si vous jouez un deck aggro, donc dans les decks aggro, je mets Dashio, Max, Dash OG, Faille, Katsu, il y en a d'autres. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, après, il y a des trucs un peu plus. Les plus gros, on va dire. Entre guillemets, fringe, genre, mais ils sont pas forcément aussi aggro. Genre, ça, c'est vraiment des decks qui ont comme main strat des decks aggro et juste de faire des maths, en fait. C'est ça. Donc, on va prendre donc, ces decks-là. Votre
plus gros ennemi étant Rend in the Ledger, parce que Rend in the Ledger Dominate vous demande de faire une seule action. Et une seule action, avec faille, c'est compliqué, mais ça, c'est pour tous les agros. Donc si vous vous dites, ah, je suis tombé sur une Azalea, elle m'a enchaîné les Rend in the Ledger, boosté Dominate, j'ai rien pu faire, personne n'aurait rien pu faire, c'est pas votre faute, c'est le deck qui veut ça. Azalea, pour moi, actuellement, est un des meilleurs choix de deck pour la méta si vous voulez contrer les agros. Après, il y a d'autres personnes qui ont, mais dis donc, est-ce que tu n'aurais pas oublié Bravo? Parce que Bravo, ça fait quand même Crippling, parce que Bravo, ça fait quand même Starstruck, parce que Bravo, ça fait quand même Spinal Crush. Eh ben, je vous dirais que non, en fait. Clairement non. Parce qu'en fait, Bravo, il a des on-hit disruptifs, mais il n'a pas les boosts que va avoir Azalea, qui va un peu améliorer les maths de ses cartes. Exemple. Vous avez une Azalea qui va vous faire un Rend in the Ledger Dominate. Rend in the Ledger, c'est à 5. Donc si vous dominate, vous mettez une carte à 3 plus votre Flame Scale, avec faille, par exemple. Et ça y est, le 5 est bloqué. S'il n'a pas de Rain Razor, il vous reste 3 cartes dans votre main et vous pouvez faire votre tour à peu près normalement. Bravo. Ok, il va vous faire son Spinal Crush. Mais déjà, Spinal Crush, il faut que ça crush. Donc c'est-à-dire que si vous arrivez à vous prendre uniquement 3 points de dégâts du Spinal Crush, vous pouvez faire votre tour normalement. Là où Azalea, c'est 1 point de dégâts. Maintenant, imaginons que Azalea, elle se dit, tiens, on va pas mettre 5 parce que 5 c'est trop facilement bloquable, on va lui mettre un boost à ce Rend in the Ledger. Au hasard, le boost qui dit on hit crée un Blood Rot. Ou on hit fait un Seek and Destroy. Seek and Destroy par exemple. Vous voyez? Là, on arrive sur des maths où ça devient beaucoup plus embêtant. Parce que j'ai déjà pris des Rend in the Ledger. Donc c'est quoi? C'est Lacy with Blood Rot ou quelque chose comme ça? Lace with Blood Rot. Voilà, donc Lace with Blood Rot, Sink and Destroy. Vous allez être obligé de prendre le hit. Vous n'allez pas pouvoir garder d'arsenal. Vous pouvez ne bloquer qu'avec une carte de votre main. Donc vous savez que si vous n'avez pas un Enlightened Strike en main, vous avez 3 cartes qui partent à la poubelle. Et vous pouvez rien faire pour ça. Bravo, il va vous mettre le Spinal Crush. Ok, au pire vous allez prendre 4. C'est pas grave, vous allez garder un arsenal, vous allez garder vos équipements, etc. Quelque chose qui surprend beaucoup les joueurs Bravo que j'affronte, c'est que moi en général ce que je fais, le premier Spinal Crush que je prends, je dis ok, mets-moi 11. Je bloque avec rien. Si j'ai pas de D-React ou si j'ai pas de Reinforce the Line, juste, je bloque pas. Ok, tu m'as mis 11. Moi sur mon tour, tu m'as supprimé 2 cartes, je vais pouvoir te présenter 7 à 8 dégâts avec uniquement 2 cartes, ce qui est quand même plutôt fort avec faille. Par contre, des Spinal Crush, lui, il en a que 3 dans le deck. Vous, des tours que vous allez enable, vous en avez tout le long. Et c'est notamment pour ça d'ailleurs qu'on ne joue pas Art of War contre Azalea et contre Bravo, parce que vous vous retrouvez avec une carte plus un Art of War, en fait ça fait rien, ça peut vous tuer un tour, et c'est pas ce qu'on souhaite. On préfère rentrer des Sing Below, on préfère rentrer des Reinforce the Line pour jouer un peu plus défensif et pour justement garder un peu nos PV et aller le finir. Maintenant, pour finir, après je te laisse parler vis-à-vis de Dash, mais un autre gros avantage, j'en ai parlé très très vite fait, je l'ai un peu évoqué avant, entre Faille et Katsu, c'est l'Emberblade. C'est-à-dire que Katsu, c'est un deck qui va avoir tendance à punir les joueurs qui ne savent pas bloquer contre. Tout simplement parce que Katsu est une horreur à bloquer. On en a parlé vite fait en partant de l'armory hier, mais Katsu, c'est... Et Katsu, vous êtes là et vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Je bloque le surging, parce que sinon il va aller tuto une carte. Bah ouais, mais derrière, si je mets 2 cartes devant le surging, parce que ça tape à 5... Et qu'il a déjà la carte. Si derrière, il a déjà le Whelming Ghostwave en main, il va me faire 4 en breakpoint, on hit draw, mais si jamais il me fait une autre carte, il peut toujours aller tuto un truc, genre... C'est insupportable. Katsu, si vous avez du mal contre le deck, renseignez-vous sur le deck, jouez le deck, regardez des games avec le deck, c'est le seul moyen de progresser contre ce deck. Il n'y a aucun autre moyen. Je pense que c'est un des decks où on peut voir le skill cap entre les joueurs. C'est-à-dire que moi, vous me mettez un Katsu dans les mains, je n'ai jamais gagné une game avec Katsu. J'ai jamais réussi parce que je comprends rien, je tuto mal, je discard mal, etc. Pour ne pas le citer, moi quand je commençais à jouer à Flesh and Blood, donc Ariella, hein, on t'embrasse, je le regardais jouer ses games, il gagnait, j'étais incapable de savoir pourquoi.
Hmm. C'est-à-dire qu'il jouait, je le voyais faire des trucs. Dans ma tête, je me disais, mais c'est bizarre, mais pourquoi il fait ça? Ah ben, il vient de lui mettre 12. Ah, c'était peut-être bien en fait comme play, hein. Mais j'arrivais pas à process le pourquoi. Faille, c'est beaucoup plus. Rentre dedans, ça reste du gros séquencing, mais c'est beaucoup plus brut de décoffrage. Ce qui fait qu'en fait, vous allez tomber à des niveaux un peu plus hauts. Vous allez affronter des gens qui vont jouer Katsu, ou alors vous allez jouer Katsu. Si ces gens connaissent le deck, ils vont avoir plus de facilité à gagner contre vous parce qu'ils savent à peu près quand bloquer. Ils vont beaucoup regarder votre cimetière, ils vont beaucoup mieux comprendre, tourner beaucoup plus autour des cartes. Alors que Faille, il n'y a pas à tourner autour des cartes. Vous pouvez tourner autour de salle de wound, mais ben, on sait, on va vous présenter 14 tous les tours. Katsu, c'est pas forcément ça. Ce qui fait que c'est un peu plus. C'est vraiment deux poids, deux mesures. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, actuellement dans la méta, au vu de tout ce que j'ai dit, au vu des Dromai, au vu des Azalea, où de toute façon, peu importe le deck aggro, vous pouvez rien faire, au vu des Bravo, où Faille est devant contre Bravo, parce qu'on ne peut pas fatiguer un Faille. On peut fatiguer un Katsu s'il ne joue pas la ligne Lord of Wind, mais on ne peut pas fatiguer Faille. Moi, en tout cas, Faille, c'est... Après, bon, je le joue un peu, mais je sais un peu comment faire. C'est très très compliqué de me fatiguer. Donc Bravo, avec Faille, on est quand même devant. Et avec le reste du field, genre typiquement, on voit beaucoup, avec l'annonce aussi de la prochaine extension, je ne spoilerai pas de cartes, mais en gros, il y a une liste de Dorincea H qui tourne pas mal. Bah avec Faille, c'est compliqué, parce que Dorincea H, c'est un deck qui a tendance à fatiguer, et Faille, bah, encore une fois, ça se fatigue pas, alors que Katsu, ça peut quand même beaucoup plus facilement, on peut l'empêcher d'aller chercher ses combos, etc. Qu'est-ce qu'on voit beaucoup aussi? Dromaille en presse. Dromaille en presse, c'est un deck qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais ça reste un très très bon aggro. Donc c'est la version Dromaille beaucoup plus dans la tête. C'est une version où là, si la Dromaille en presse joue vraiment peu de dragons, avec le tome qui vient arriver, on arrive vraiment sur du 50-50, où c'est vraiment qui mettra le plus dans la tête en premier. La seule différence, c'est que si le joueur en presse pioche trop de dragons, ben, vous allez assez facilement vous retrouver devant, parce que les dragons, il va pas avoir envie de les jouer, donc il va avoir tendance à bloquer avec, donc du coup, il va perdre de la value avec, là où vous allez en gagner. Donc Dory H. Qu'est-ce qu'on voit pas mal aussi? Islander, bah Islander c'est le gros problème, hein, c'est du ice, donc ça, bon de toute façon que vous jouez n'importe quel aggro, si on vous enchaîne les channels, c'est comme ça et vous pouvez pas y faire grand chose. Et là, du coup, on arrive sur Dashio. Et ça va me permettre de faire la mini transition, je parle vite fait, après je te relaisse parler. Parce que moi j'étais, donc il y a 3 semaines, j'étais un peu sceptique, je disais ok, ouais Dash OG, je connais un peu, genre j'ai l'habitude, on fait des téclos, on fait beaucoup de dégâts, etc. Et Croissant, il est arrivé avec ses grands sabots comme ça, il a dit moi je pense que Dash, ça tape plus fort que Faille. J'étais en mode ok, j'attends de voir, explique-moi. Il m'a expliqué les maths théoriques, j'étais en mode ok, j'attends de voir, explique-moi. Maintenant j'ai vu, et j'ai fait bon. Maintenant, c'est un Boliver. Maintenant, en vrai, j'ai acheté les cartes. Parce qu'au niveau de l'aggro, Ouais. c'est vrai que ça fait des choses quand même hyper impressionnantes. Mais au niveau de la méta, parce qu'on est là du coup pour un méta talk, si tu peux redévelopper du coup vraiment sur Dashio et comment ça se passe du coup avec Dromai. Parce que moi, en fait, c'est ça ce que beaucoup de personnes pensent, c'est que ben Dromai, encore une fois, tu vois. Alors, je vais juste déjà ajouter un tout petit peu à ce que tu disais par rapport au deck qui disrupt. Je pense que. Alors, je suis peut-être pas d'accord avec moi, mais je me demande si Katsu est pas. En fait, Faille est meilleur contre Bravo et Azalea parce qu'il a plus de blocs d'équipement. Et du coup, je pense qu'il a une plus grande facilité à pouvoir bloquer quand il a un bon tour en prévision et genre éviter un crush, éviter un on hit et partir. Mais je pense que les listes de Katsu, tu vois, c'est plus aggro, plus combo-ish. Elles peuvent jouer Pouncing Lynx comme Faille dans ces match-ups. Et tu peux être sur un truc où, en fait, j'ai l'impression que le seul edge que Faille a pour partir sur Katsu, c'est Pouncing Lynx. Mais si Katsu le joue aussi, tu peux te retrouver avec un truc où Katsu, certes, comme tu disais, en fait, certes, on a pris un crippling parce qu'on n'a pas de bloc d'équipement ou pas de déreact.
on a perdu des cartes de notre main, c'est pas grave. Par contre, si à un moment, et on sait que ça peut arriver, l'Aro, c'est pas Read in the Ledger. L'attaque, c'est pas un crippling. Mais en fait, s'il joue masque et qu'il a son Hero Power, si à ce moment-là, il a une main de 5 cartes, il peut même prendre 15 et passer à 2. Et il peut juste envoyer un tour qui est, grâce à Katsu et au masque, tellement plus puissant et explosif que ce que Faye va faire on average, que ça te permet de reprendre la main ou de kill si t'as déjà passé un peu de dégâts avant. Et du coup, il y a peut-être un petit edge pour Katsu de ce côté-là sur le fait que, de mon point de vue, entre son Hero Power, son masque et le fait que il a beaucoup plus de cartes à Arsenal pour démarrer un gros tour, genre tous ses starters, etc. Il a peut-être plus de chances, encore plus contre Azalea qui a beaucoup de bloc 2, s'il y a un tour de disrupt qui est raté, parce qu'il y a une brique, parce que quoi que ce soit, de pouvoir capitaliser dessus. Alors que si en plus tu enlèves les Art of War dans ces match-ups, quand t'es faille, imagine il y a un tour où tu te fais pas crush, tu te fais pas. Genre le mec il te fait un marteau pour 6, ou genre un rouse into un marteau. T'es en mode, bah ok, j'ai pris les dégâts. Et si ta main elle fait 14 ou même 16, bah c'est pas forcément suffisant pour gagner une game. Alors que si dans la même situation, Katsu, sa main elle fait, je sais pas, 25, 30, parce qu'on sait que Katsu ça peut faire des maths débiles comme ça, bah peut-être sa main elle gagne. Tu vois ce que je veux dire? Après, par ailleurs, Faye a l'énorme avantage d'avoir Shuko et Furnace qui sont des très bons équipements de bloc pour venir tanker des tours. Donc ça, voilà. Et je pense par ailleurs que si vous pensez jouer pour les Worlds ou même pour des ProQuest ou des tournois après en Armory, Faille ou Katsu et que vous anticipez beaucoup de Bravo et d'Azalea, ça suffit pas juste de dire ah bah j'ai du bloc d'équipement ou ah bah si whiff ou ah c'est un mauvais match-up. Faut réfléchir à ce que vous pouvez faire dans votre deck pour améliorer ces match-up là, pouvoir un plan de jeu, pouvoir prendre des opportunités si elles se présentent, etc. Sans pour autant aller niquer le match-up Dromide ou le match-up machin ou le match-up truc. Mais en tout cas, vous avez besoin de toute façon, je pense, de vous poser les questions par rapport à une méta et de pas juste genre prendre votre deck et juste pas considérer des éléments en fait. Vous pouvez pas vous dire juste ah j'ai un mauvais match-up contre tel ou j'ai un bon match-up contre tel ou je suis le meilleur deck aggro en termes de power level, etc. Genre vous êtes obligé de d'avoir conscience de ce que vous allez potentiellement affronter, de considérer des choses et de travailler vos listes et tout en conséquence. Il y a juste un autre petit élément que je voulais faire aussi, parce qu'on parle aussi de prévision de méta et de à quel point c'est important d'anticiper correctement contre quel deck vous allez jouer pour vous préparer et prendre le meilleur choix de deck. C'est possible que Dromai baisse aussi un petit peu en popularité et en représentation du fait de l'absence de Lexi. Parce que l'absence de Lexi fait Ninja et donne moins de raisons à Dromai d'être jouée parce qu'elle n'est plus un bon match-up contre un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck du format. Donc c'est possible que ça fasse évoluer la représentation de Dromai. Et si Dromai a une représentation en baisse, les ninjas ont aussi potentiellement moins de raisons d'être joués au-dessus d'autres agros si les autres agros sont meilleurs. Et du coup, pour reprendre un peu sur Dashio, alors je crois que j'en avais déjà parlé au moment de la tier list ou dans d'autres épisodes. Au début, alors vous le savez, au début je voulais jeter Clovosun parce qu'il y avait marqué One Sperter d'instant et un pitch bleu, donc ça me rappelait la maison. Mais je me suis dit que c'était pas. En fait, ça avait pas l'air assez bon. Ça avait pas l'air assez pertinent, ça avait pas l'air assez compétitif. Et honnêtement, je vais le dire aussi, ça jouait pas ou très peu des cartes que j'avais déjà pour Mécano et ça me demandait de réinvestir dans pas mal de cartes avec un certain prix. Beaucoup de M pour les Evo et les gros tanks et tout. Et j'avais pas forcément envie d'investir tout ça. Et du coup, j'ai remarqué que sur Dasheo aussi, il y avait marqué instant et jouer la carte du dessus et tu vois des trucs qui ressemblaient à Kano aussi. Et du coup, je me suis dit, ça a l'air sympa. Et en plus, là, j'avais déjà plein de cartes parce que j'avais déjà les Sparks, j'avais déjà les Teklocore, j'avais déjà les Ayoktan et tout ça qui sont des cartes qui maintenant coûtent un petit peu. Et du coup, c'était un investissement que j'avais pas besoin de faire non plus. Et alors, en vrai, de vrai, avant ça, j'étais en mode Max, ça a moyen d'être le meilleur aggro du monde et tout, genre trop bien et tout. Et en fait, bah du coup,
on pourrait expliquer un peu le process par rapport à une méta et par rapport à un choix de deck et à genre qu'est-ce qui fait qu'un deck va être, de mon point de vue, compétitif ou en tout cas avec du potentiel compétitif. Ça va être sa réponse à une méta, et sa force intrinsèque. Heu, Parce que je fais une toute petite aparté, mais j'en parlais hier avec un très bon joueur de Reinhardt, Paul, après l'Armory et en fait, on disait que Reinhardt a probablement pour les Worlds une méta, si elle reste comme ça, qui est très intéressante pour lui et qui est très favorable pour Reinhardt. Le problème, c'est que Reinhardt étant un deck qui, en termes de power level, est vraiment un voire 2 crans en dessous de ces decks-là et du coup, même avec un match-up favorable, ça veut pas dire qu'on va gagner contre les Bravos, qu'on va gagner contre les Islanders, parce que c'est des decks qui peuvent juste, genre, en une game, en fait, nous montrer que bah, c'est des meilleurs decks que nous, et juste, entre guillemets, bah, on perd. Et du coup, donc pour moi, le premier check pour que je m'intéresse à un aggro, alors déjà, il fallait que ça me plaise un minimum, mais Mécano, ça va, c'est une classe que j'enjoy plutôt pas mal. Mais en termes de. Enfin, par rapport à l'aspect compétitif, il fallait vraiment, pour moi, en premier lieu, que ce soit un aggro qui ait des maths assez consistants pour rivaliser avec ce de faille. Parce que pour moi, c'est un peu le minimum syndical. Si vous n'êtes pas capable de faire 14 ou 15 par tour avec votre aggro, avec une main de 4 cartes, tu vois, vous goldfichez, vous regardez votre main, euh, vous avez probablement un deck qui va manquer de raison d'être joué, à moins qu'il y ait d'autres énormes arguments à côté. Parce que, bah, juste jouer faille, en fait. Enfin, si vous faites pas mieux que faille, ne jouez pas autre chose. Et du coup, j'ai testé Max, et en fait, quand j'avais le temps de setup des tours et que je faisais des tours où je faisais un truc en arsenal que je piochais bien après et tout, ça faisait des gros tours, mais comme Faille et Art of War. Par contre, j'étais très souvent à 12 ou 13 de value par tour, plus que 14 ou 15. Du coup, je me suis dit, ça a pas l'air d'être assez bon. Donc, si c'est pas assez bon, euh, bah c'est un peu chiant. Et du coup, je me suis assez vite désintéressé de Max parce que je me suis dit, il a pas l'air d'avoir le potentiel. Pardon. Excusez-moi, il a pas l'air d'avoir le potentiel pour bah, justement en fait rivaliser à cette table d'aggro où les maths en fait sont hyper importantes. Et après ça, j'ai vu commencer à pop un petit peu des petites listes de Dashio et tout avec des trucs, des concepts qui semblaient intéressants. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans Dashio, c'est que et ce qui pour moi fait que ça enfin c'est un deck qui est candidat pour être un des meilleurs aggro ou le meilleur aggro du format, c'est que euh, en fait c'est très difficile de dire comme Faille, il a une 0 pour 3 Go Again, puis un coup d'Amberblade, puis sa Phoenix, puis une 0 pour 4. Et, tu vois, et toutes ces cartes se ressemblent en fait. Comme tu disais tout à l'heure, Knight, c'est que il n'y a pas de carte plus menaçante qu'une autre. Y a pas... Toutes les cartes sont les mêmes, avec des guillemets évidemment pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous regardent pas. Je mime des guillemets avec mes mains. C'est... Mais c'est un deck qui a des cartes qui sont très similaires, et c'est pour ça qu'il est aussi consistant à, peu importe la main, faire ok, bah je fais mes 14. Euh, Là, dans Dashio, c'est un peu différent parce que il y a. Alors, on a plein de cartes qui boostent, mais très peu de cartes sont vraiment les mêmes et redondantes. Et du coup, selon la main qu'on va piocher, les séquences vont très souvent ne pas être les mêmes et les maths vont pas forcément venir du même endroit. Et ça va beaucoup changer si on a un item on top et tout. Euh, mais, et c'est là où je dis qu'il y a un aspect qui est que les listes sont pas forcément encore soldes du tout. C'est que si on estime qu'on est capable de trouver une liste où, en termes statistiques, on a tout le temps un item on top à chacun de nos tours. Pas forcément la première carte du top, mais le fait de booster, d'activer Teclo Foundry, va nous donner statistiquement, la plupart du temps, un item dans le top parmi nos cartes on top pendant le tour. Parce qu'on va voir 3, 4, 5 cartes pendant le tour différentes on top, et on va estimer qu'en termes statistiques, si on joue X items parmi 60 cartes, ou 65 cartes, ou 70 cartes, on va avoir tant de chances d'en voir un. Euh, Bah déjà, ça veut dire qu'on a 5 cartes par tour. 6 quand on a un arsenal. Ce qui, déjà rien que ça, c'est insane. Parce qu'un item du top, c'est un point d'action gratuit, c'est la value de l'item,
qui est très dépendante du game state et de l'item que c'est, mais qui a une value. Et c'est 2 points de dégâts sur notre arme sans avoir besoin d'utiliser de ressources. Avec un point d'action qu'on a parce qu'on a mis l'item. Donc on est sûr de l'avoir. Et du coup, un item... Enfin, c'est vraiment une value qui est très proche, voire supérieure, d'une carte entière. Donc ça peut vraiment être considéré comme une carte entière lorsqu'on est dans l'offensive et qu'on joue nos cartes pour mettre des dégâts et avancer notre game plan. Évidemment, lorsqu'on bloque, c'est pas une carte. Parce que on l'a pas physiquement pour bloquer avec. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce que je trouve très intéressant dans Dashio, vous m'avez entendu le dire dans ma deck tech, je considère qu'il y a 12 cartes qui s'apparentent à des power cards. Alors, la version que je jouais hier et les versions qui tournent un petit peu en ce moment sont en train d'essayer de jouer sans les maximum velocity. Il y a des listes avec, des listes sans. Mais globalement, on peut considérer, de mon point de vue, comme power card maximum velocity, qui est une 2 pour 10 si on a boosté 3 fois dans le tour, mais du coup, qui est une 2 pour 10, c'est ce que j'appelle une power card. On a les Spark of Genius, qui en fait sont une carte qui nous apporte un item. Donc, si on peut le crank, on regagne notre point d'action sur Spark of Genius, et souvent on va le faire. Et l'item, il va avoir, comme je disais, la value de l'item, plus les 2 points de dégâts du gun. Et on pioche une carte, donc en fait on rembourse Spark of Genius, et du coup on a un item gratuit. Vous avez Ayoktan. Ayoktan qui va être un peu plus dépendante du setup parce qu'elle va dépendre un petit peu du nombre de counters que vous avez sur votre gun. Mais Ayoktan, lorsque vous avez 3, 4, 5 counters sur votre gun, vous allez générer tellement de points d'action que vous allez souvent... Ayoktan va souvent représenter une 1 pour 8, 1 pour 10. Et le truc, c'est que Ayoktan, comme en plus vous piochez, vous remboursez la carte que vous utilisez et vous êtes vraiment juste à payer une ressource. Et en général, des ressources, on en a assez dans ce deck. La quatrième carte, c'est Tom of Yandal. Tom of Yandal qui était déjà utilisé en one-off avec les bots pour gagner un point d'action pour pouvoir continuer à jouer après dans Dash OG. Qui là peut être utilisé encore plus... Enfin, qu'on peut utiliser encore plus parce qu'on a des points d'action très souvent avec les items du top. Donc on a les bots, les items du top et Ayoktan qui peuvent nous donner des points d'action. Et Tom, Tom, on le voit dans Kano, on le voyait dans Dash OG à l'époque, on l'a vu dans certaines listes de Runeblade, notamment Chain à une époque avec les Spellbound Creepers. Tom of Yandal, quand on est capable de lui donner Go Again, c'est une carte excellentissime. Excellentissime. Parce que vous dépensez une carte et un point de ressource pour gagner 2 cartes. Donc, vous allez littéralement, genre, payer une ressource pour une carte. Ça a l'air fort. Et donc tout ça en fait c'est des power cards qui vont des fois plus ou moins bien fonctionner entre elles. Tom of Yandal va très bien avec Ayoktan et avec Maximum Velocity par exemple, mais un peu moins bien avec Spark of Genius. Ayoktan va pas très bien avec Maximum Velocity parce que vous allez pas forcément avoir assez de boost à côté et une carte de ressources et machin. Mais c'est des cartes qu'on est très content de jouer quand on les pioche très souvent, ou d'Arsenal et de jouer un tour après. Et là où ce qui les rend très fortes aussi, c'est que c'est des cartes qui, pour beaucoup, demandent pas forcément autant de setup qu'un Art of War dans Fire par exemple, pour avoir énormément de value. C'est-à-dire que Spark of Genius, c'est une carte qui va avoir moins d'impact en tant que power card que Art of War en général, mais qui est alors, avec des maths moins bonnes évidemment que Codex of Reality, avant que tout le monde me dise ouais, il compare ça à Codex of Reality, mais c'est une carte qui, en règle générale, quand vous la piochez, vous allez pouvoir la jouer comme Codex of Reality, et qui du coup est hyper versatile et permet juste des fois de pas faire un énorme tour explosif de power turn à 25, et juste de passer sa value des 14 qu'on aurait dû faire normalement à 16, 17. Et rien que ça, des fois, c'est suffisant pour gagner la course, parce que si on voit chacun une power card, ou chacun 0 power card, mais que nous, on a vu des Spark of Genius qui nous ont pas servi comme power card, mais juste servi à donner plus 3 sur un tour, de manière complètement gratuite, ça va nous permettre de gagner la race. Et du coup, en fait, le fait que ces cartes-là soient des cartes qui puissent être aussi utilisées pour du setup, parce que Spark of Genius, on peut juste l'utiliser pour ramener un Teclocore, etc. Donc il y a il y a énormément de flexibilité dans la façon dont on joue nos cartes, y compris certaines de nos power cards, dans ce qu'on en fait quand on les voit, etc., qui sont pas forcément vrais pour d'autres decks. Maintenant, je vais aller sur 2 éléments qui pour moi sont hyper importants dans la méta actuelle.
Le premier, c'est Dromai, comme tu en as parlé, et le deuxième, c'est Azalea et Bravo, comme tu en as parlé. Night Crash, je pense, a très bien décrit pour les ninjas globalement ce que ces match-ups signifient et des pistes potentiellement à explorer pour améliorer ces match-ups. Vas-y, des React ou des Reinforce the Line par exemple, qui sont des réponses entre guillemets assez évidentes euh, que tous les decks peuvent. Pardon, que tous les decks peuvent avoir, mais qui sont néanmoins des réponses qui peuvent être très pertinentes. Euh, dans Dash.io, c'est un peu comme Dash OG à l'époque. En fait, il y a un premier problème qui est que, comme une de nos mécaniques d'agression principale, c'est le boost pour gagner Go Again sur la plupart de nos cartes et pouvoir faire des tours de plusieurs maillons, on... mettre des cartes dans notre deck qui ne sont pas mécanologistes, c'est très risqué, parce que c'est des cartes qui, du coup, au milieu de notre tour ou au début de notre tour, peuvent nous faire perdre notre point d'action qu'on aurait dû avoir normalement, et nous empêcher de faire un gros tour au moment où on en avait besoin, ou même un tour à 2-3 attaques, quand on en avait besoin, là où on aurait, avec une carte mécanologiste on top, été capable de faire un bien meilleur tour. Donc c'est donc déjà il y a ce point-là qui est important et qu'il faut garder en tête, qui est que euh, en premier lieu, ça va être beaucoup mieux pour nous si on peut trouver des réponses dans notre classe plutôt que en générique. La deuxième chose, c'est que Dash.io a cet avantage par rapport à Dash.OG, qui est que on a la capacité de voir la carte du dessus de notre deck. Et du coup, d'avoir un petit peu plus quand même de capacité à préparer et de moins se faire punir sur une carte qui nous empêche de booster correctement et de regagner notre point d'action. Euh, alors, avant de complètement développer sur Dash.io, parce que comme je la joue en ce moment, j'ai un peu plus de choses à dire, et je pense que c'est moins solde, même si c'est des éléments dont j'ai pu déjà parler dans l'épisode Focus dessus, donc je ne vais pas revenir non plus en parler 30 minutes. Mais juste avant ça, je veux faire une petite parenthèse quand même sur Dash OG, donc Dash, l'inventeur extraordinaire. Euh, Dash OG, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense il y a deux gros builds du deck en ce moment. Le premier qui est les versions hybrides qu'on connaît déjà d'avant, avec un main deck plutôt agressif, plutôt boost, et un sideboard à base d'items pistol et de react pour battre notamment les decks qui veulent un peu nous fatiguer, comme les Bravos par exemple. Et qui peuvent être aussi efficaces contre des decks dont le but va être de nous disrupt pour empêcher notre agression, comme Azalea. Le fait de pouvoir mettre autant de reacts, dont des unmovable, et d'avoir un plan qui du coup ne va plus nous demander de boost, mais qui va nous demander d'installer des items pour outvalue notre adversaire, c'est un plan qui est très bon contre Azalea et contre Bravo, et qui, en premier lieu, rend probablement le match-up meilleur pour Dash.OG que pour Dash.io. Euh, Par ailleurs, les items de pistol, au fur et à mesure, peuvent aider à clear les dragons de Dromai, et on a dans notre classe, en tant que mécanologiste, beaucoup plus de poppers naturels qu'on a envie de jouer de toute façon, comme Maximum Velocity, Throttle, des fois même Payload ou ce genre de choses, que ne peuvent l'avoir les ninjas. Donc on a aussi beaucoup plus de mains où on va juste naturellement, parce que c'était dans notre plan de jeu, avoir un popper, et on va pouvoir l'utiliser pour aider à clean le board ou à contrôler des tours de Dromai. Euh, L'autre build de Dash OG, c'est une version Anabi Blaster qui est beaucoup plus agressive, qui ressemble à ce que j'avais testé un petit peu au début avec Max par exemple, et qui, je pense honnêtement, a le potentiel aussi en termes de nombre, d'être un excellent deck aggro. Je pense pas meilleur que Dashio, mais d'être un excellent deck aggro, peut-être même en termes de maths meilleur que Faille par exemple. Le problème, c'est qu'on give up complètement ou presque complètement le sideboard, pistol etc. Et que du coup c'est beaucoup plus dur à mettre en place et que du coup on se retrouve avec un deck qui a les mêmes problèmes que les autres aggro en fait. Le gros avantage de Dashoji, c'est qu'on trade un moins bon deck aggro, donc on est un peu en dessous des Failles, des Katsu, des Dashio, pour un plan de jeu qui est bien meilleur contre les decks qui veulent nous disrupt. Parce que autant tu dis Faille ne peut pas se faire fatigue ou très difficilement par Bravo, etc. Autant je pense qu'il n'y a pas mieux que Dash avec un sideboard pistol et des reacts pour affronter des decks comme Azalea et comme Bravo en tant que deck aggro au départ. En tant que deck aggro au départ. Parce qu'il y a des decks meilleurs pour ça, mais en tant que deck aggro au départ.
Du coup, si on repart sur Dashayo, par rapport à Dromai, déjà, je vais mettre ça un peu out of the way. Moi, des quelques expériences que j'ai pour le moment, des retours qu'il y a sur le Discord d'Inter, etc., le match-up a l'air plutôt favorable. Pourquoi il a l'air plutôt favorable? Bah déjà, premièrement, Dromai, surtout maintenant les versions Empress, sont des versions qui sont moins bonnes pour bloquer que les versions Big Dragon. Elles ont plus de bloc 2, voire même avec le tome, plus de cartes qui bloquent 0. La Crown of Dominion leur enlève 2 de blocs qu'ils avaient avant sur Crown of Providence. Furnace, on n'a pas forcément envie d'utiliser les derniers blocs d'équipement avec et tout. Donc, on a un deck qui bloque moins bien overall, en tout cas que les versions Big Dragon d'avant. Et on a un deck qui, bah, du coup, peut, entre guillemets, juste mourir parce qu'on lui présente des maths trop gros. Ça, c'est le premier élément. De la même manière que Katsu est capable de juste tuer Dromai, Fai est capable de juste tuer Dromai, Dashio est capable de faire pareil. La deuxième chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup plus de poppers naturels, et même avec le backup protocol RAID, des manières de les récupérer. Et du coup, même si ça va pas toujours être pertinent d'utiliser un popper pour bloquer un dragon ou pour arrêter un tour, on est quand même avec plus de possibilités de le faire en règle générale que des ninjas ou d'autres decks aggro par exemple, comme Lexi ça pouvait être le cas, parce que on va avoir ces cartes-là qui sont de toute façon dans notre deck et qu'on n'a pas besoin d'ajouter en plus parce que de base, de toute façon, on les joue. Euh, et du coup, si on n'en a pas besoin, on peut juste les envoyer face et c'est des dégâts. Et si on en a besoin, on peut les utiliser quand même pour bloquer des trucs. Euh, Ensuite, on a le gun. Le gun qui est un peu similaire au pistol. On va mettre des compteurs dessus. Alors là, c'est en jouant des items et non pas en payant des ressources comme l'ancien pistol. Mais du coup, on a un truc sur lequel on peut un peu stacker des counters. Et à un moment où on a un Yoktan ou un Crank et qu'on a plusieurs points d'action, on peut juste les dragons les plus problématiques, donc Chromai et Killoria, qui sont ceux qui sont le plus pertinents dans la race aggro parce que ça enable des choses et tout, on peut les clear relativement facilement avec juste un coup de gun en fin de chaîne et ça nous fait pas perdre trop de dégâts et surtout, comme avec Mask of Momentum et encore plus avec Phoenix Flame, ça ne nous fait pas perdre de cartes. Donc on est un peu moins bon à clear les dragons, évidemment, que les ninjas qui ont Mask of Momentum et qui ont plus de trucs à 1 et tout ça. Mais avec le gun et avec les poppers naturels qu'on a, je pense que on n'est pas loin du même niveau de capacité à contrôler le board sur juste ce qu'on veut et qui est dérangeant, tout en envoyant des gros dégâts face qu'on peut retrouver chez les ninjas. Et c'est un truc, ça, qu'on a moins avec la Dash originale, parce que Dash originale, en fait, le problème qu'elle a, c'est que elle n'a pas, quand elle joue un peu d'item et tout ça, ça lui demande une ressource d'attaque avec le pistol. Elle a moins souvent des points d'action parce que toi tu cranks des items du top et pas elle, et du coup elle a moins souvent des points d'action qui lui permettent de faire bim bim, je shot 2 dragons que tu avais mis au tour d'avant. Et surtout, elle n'a pas les dégâts pour mettre assez bien sous pression, ce que font très bien les ninjas et Dashio, encore une fois de mon point de vue. C'est-à-dire que, en fait, si on a un sideboard avec Dashoji qui est pistol plan, on n'a pas un mainboard qui est aussi bon que les 3 autres decks dont on parle pour pressure assez Dromai pour l'empêcher de développer des gros boards, etc. Et comme en plus on est légèrement moins bon à clear les boards ou à clear de temps en temps un ou deux dragons, je pense qu'on est quand même moins bon. Et le match-up pour Dashio est, je trouve, bien meilleur que pour l'ancienne Dash. Genre vraiment bien meilleur. Si on parle de la version Anabi, alors la version Anabi, elle va être très bonne pour attaquer face, mais elle va être très nulle pour clear des dragons parce qu'on a même plus le pistol. Et en plus, je pense que c'est pas forcément super pertinent de jouer ce deck-là, puisque on perd le sideboard plan qui est une des raisons pour moi de jouer Dashoji. Ou alors, on perd en efficacité sur ce sideboard plan. Du coup, pour moi, le match-up qu'on a contre Dromai, de mon point de vue, est plutôt positif pour Dashio. Alors après, ça peut aussi varier selon la nature du deck Dromai, si c'est Big Dragon ou pas, et ça peut aussi varier avec si Dashio devient un deck populaire, les gens vont apprendre à jouer contre, vont apprendre à bloquer, vont mettre des cartes peut-être comme Erase Face qui reviendrait dans les listes pour empêcher Dash de fonctionner correctement, etc., etc. Donc, il peut y avoir des choses, évidemment, qui viennent modifier ça. Si Dash devient populaire, il y a forcément des choses qui vont
changer parce que des choses vont graviter autour d'elle. Donc ça, c'est pour Dromai. Je pense que le match-up pour Dromai, voilà, est plutôt positif, en tout cas à l'heure actuelle. Si on parle de Bravo et Azalea, et je vais inclure un petit peu Katsu dedans, parce que Katsu, c'est un deck où on a un peu le même problème que on bloque bien, mais on bloque pas forcément très bien les breakpoints, et que des fois on a des mains avec beaucoup d'items, donc on bloque mal. Donc même si toutes nos cartes bloquent 3 par les items, bah, on a quand même des mains où on bloque pas super bien. Et surtout, bah, en tant que deck aggro, on n'a pas envie de bloquer. Et du coup, contre Katsu, bah, on peut quand même se faire outraise, donc c'est un peu compliqué. Et contre Bravo et Azalea, on peut juste se prendre des effets on hit comme n'importe quel aggro, et ça nous empêche un peu de jouer. Alors, du coup, par rapport à ça, première chose que j'ai essayé hier et qui a plutôt bien fonctionné, alors j'ai pas affronté d'Azalea et de Bravo, mais qui a très bien fonctionné sur un de mes tours contre Katsu, justement, bien que j'ai perdu la game au final, c'est l'item Dissolving Shield, que j'aime beaucoup, qui est en rouge, un item qui arrive avec 3 marqueurs Steam dessus, qui a crank et qui en instant peut retirer un marqueur pour prévenir le prochain dégât que vous allez recevoir. Et quand on n'a plus de marqueur, on le détruit. Mais du coup, même si on le crank, on peut faire ça 2 fois pour bloquer des breakpoints ou 2 coups de Kodashi qui nous embêteraient à faire un proc de masque très tôt dans le tour, etc. Comme en plus on ajoute à ça le fait qu'on peut le ramener sur Spark, comme on ajoute à ça le fait qu'on peut l'utiliser depuis le top du deck, et comme on ajoute à ça le fait que ça nous donne 2 points de dégâts sur le gun, ça en fait un très bon candidat, je pense. Ensuite, on a Adaptive Plating, qui est un bloc 1 qu'on met souvent sur les bras quand on le joue, et qui a Galvanize, qui peut sacrifier un item, un backup dont on n'aurait pas l'utilité, une boom grenade qui n'a pas hit, ou un Teclocore dont on n'aura pas l'utilité du deuxième compteur au tour d'après, pour devenir un bloc 3. Alors ça, pareil, ça aide beaucoup à bloquer une 0 pour 3 en début de chaîne, ou une 0 pour 3 en milieu de chaîne contre Faille ou contre un autre aggro qui voudrait s'en servir pour proc masque. Et surtout, c'est un bloc 3 qui vient s'ajouter au bloc 2 de Foundry et au bloc 2 de Crown of Providence, qui peuvent nous aider à empêcher des crush effects ou des choses comme ça contre des decks comme Azalea ou comme Bravo. Donc c'est un bon argument aussi d'avoir ce truc-là qui peut bloquer 3 qu'on n'a pas forcément dans Dashoji et qu'on n'a pas forcément on n'a pas tout à fait autant de blocs sur les ninjas, surtout que les ninjas veulent beaucoup plus préserver leurs 2 blocs de tête. Surtout si on joue Pouncing Lynx. Du coup, on a potentiellement l'argument qu'on donnait tout à l'heure pour Fai, qui a peut-être un peu plus de blocs que Katsu, bah, il est encore plus vrai pour Dashayo, qui a encore plus de blocs. Les Dissolving Shield, ça aide aussi à tourner autour des Dominate, parce que ça aide pour les breakpoints contre aggro, mais ça aide aussi contre les Dominate, contre ces decks disruptifs, sans forcément devoir utiliser des cartes de notre main. Maintenant, il y a aussi des cartes comme Soup Up qui sont un petit peu envisagées, qui ont un bloc 2 et qui ont pareil en fait le mot-clé Galvanize, où on peut sacrifier un item et leur donner 2 de défense de plus pour en faire un bloc 4. Ça peut être une stratégie aussi, parce que ça peut servir de pseudo des react en fait avec ce 4 qui couvre des breakpoints et tout ça, tout en étant une carte mécanologiste. Euh, Quelles sont du coup, donc ça c'est les premières choses que j'ai déjà testées, à part les Soup Up, mais Dissolving Shield et Adaptive Plating, c'est des choses que j'ai déjà testées et qui, pour moi, sont très bons et ont leur place dans la liste. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en plus potentiellement pour venir vraiment répondre à ces questions de Azalea et Bravo, qui sont pour moi, bah, entre guillemets, une des raisons de pas jouer le deck si on a des meilleures réponses dans d'autres aggros. Parce que si Dashio n'a pas de bonne réponse à ça, et qu'on a des meilleures réponses dans d'autres aggros, ou qu'on estime que ça va être une grande part du field et que du coup on veut l'extrêmement bonne réponse de Dash OG, bah, du coup, il y a moins d'arguments à jouer Dashayo, même si on peut considérer que c'est le meilleur des 3 ou 4 decks dont on parle là en termes de power level. Du coup, quelles sont ces pistes de réflexion? Premièrement, ajouter des déreacts, tout bêtement. Le problème que ça aurait, c'est, comme je disais tout à l'heure, que ça ajoute des cartes non mécanologistes. On a des moyens de tourner autour de ça, mais bon. L'autre problème, c'est que c'est des cartes qui, alors, certes, c'est mieux que rien, mais c'est des cartes, il faut qu'on les pioche. Donc, ça c'est une réponse variancée, on va dire. C'est une réponse qui n'est pas notre plan de jeu, c'est une réponse qui va quand même nous demander une carte qui est une carte de moins avec laquelle on jouera à notre tour si on prend pas un crush. Donc
ça a son avantage et en même temps, ça a quand même enfin, c'est quand même une réponse de mon point de vue limitée. On a aussi des cartes comme, alors c'est comme Singbilo, mais comme Oasis Respite qui peuvent bien fonctionner si on allait déjà pitcher sur le tour adverse pour jouer un item par exemple, etc. Donc on a plusieurs cartes de ce type qui peuvent rentrer dans cette idée-là. Pour moi, c'est une réponse que je vais explorer à titre personnel, mais je ne sais pas si c'est la bonne réponse parce que ça a l'air un petit peu limité dans ce que ça apporte à notre game plan à côté. Euh, c'est donc il y a un deuxième élément de réponse qui pourrait être de faire le même sideboard plan que Dashoji avec un pistol, des react, des items. Le problème de ça, c'est qu'on a 4 points de vie que moins, ce qui peut être très complexe à gérer contre Bravo notamment, qui peut nous rush plus vite, et qu'on ne commence pas avec un des items. Et du coup, c'est beaucoup plus long d'aller les chercher, on peut pas les jouer du top. Donc, c'est pareil, je pense pas que ce soit la meilleure réponse, et je pense que si on veut faire ça, c'est peut-être au détriment d'un petit peu de notre mainboard, ou en tout cas de capacité dans le sideboard à rendre notre mainboard meilleur selon les match-ups, et donc on est probablement aussi sur un setup où on aurait mieux fait de jouer Dashoji. Un autre élément de réponse, mais qui est plus pour la fatigue que pour la disrupt à proprement parler, donc ça c'est plus pour Bravo. Même si la fatigue de Bravo, des fois, est proactive et c'est nous mettre des crushs qui nous demandent des cartes, nous font perdre des cartes pour pas qu'on l'attaque assez, et après il se met à bloquer. Euh, Ça va être la loupe dont j'avais parlé dans l'épisode Focus sur Dashio, la loupe avec euh, Prismatic Lens et la loupe de récursion où on présente des dégâts un peu consistants à chaque tour, sans perdre de cartes dans notre deck. Ça, pareil, c'est une idée que je vais explorer. Je sais pas à quel point elle est pertinente, mais pourquoi pas. Pour l'instant, je pense que, et c'est pour ça que je dis que les listes sont pas solved et que j'aimerais bien que des gros joueurs viennent avec World pour voir ce qu'ils font. Parce que je pense que toutes ces réponses-là ne sont pas des très bonnes réponses, en réalité. C'est des réponses qui existent. C'est des réponses qui sont probablement mieux que rien, mais c'est des réponses qui se font au détriment d'autres choses. C'est des réponses qui se font en enlevant d'autres cartes, en perdant probablement un peu en efficacité à d'autres endroits. Et du coup, c'est des réponses sur lesquelles je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'on veut en réalité. Euh, voilà. Donc, il y a ces questions-là. Et du coup, pour moi, ce sera un peu mon mot de la fin. Je pense qu'en termes de power level, le 60 ou 65 d'aggro que Dashio va présenter à une table euh, est probablement parmi les meilleurs actuels. En termes purement de power level et de maths. Je pense par contre que c'est un deck parce qu'on est encore tôt dans son existence et dans son deck building, parce que il y a des choses qui n'ont pas forcément été trouvées, parce qu'il y a peut-être des choses qui malheureusement n'existent pas. Il n'est pas forcément le meilleur pour répondre aux questions que la méta actuelle pose. Parce que la méta actuelle pose la question d'avoir un bon deck aggro, mais ça on a déjà établi que Katsu, Fai, même Dashoji, c'est des bons decks aggro. Mais la méta pose aussi la question d'être capable de ne pas perdre contre Azalea et contre Bravo, soit à la fatigue, soit à la disrupt, et d'avoir un match-up qui est bon contre Dromai. Et du coup, quand on met tout ça en facteur, bah en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait au début de l'épisode, qui est que actuellement, Fai reste probablement le meilleur choix parce que c'est celui qui a le meilleur 60 de base avec les meilleures réponses aux questions que posent ces decks-là à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. Ça ne veut pas dire que les autres decks sont pas des bons picks. Katsu est probablement très proche de ça aussi en termes de répondre à des questions et tout ça et d'avoir un bon 60. Mais par exemple, Dashoji, je pense, galère trop contre Dromai pour être un bon élément, surtout que son aggro est un peu moins bon que les autres. Et Dashio, je pense, galère trop contre la Disrupt. Et donc, est peut-être une moins bonne réponse que Fai et Katsu, qui ont peut-être plus de facilité à rentrer des reacts dans leur deck, qui ont, surtout pour Fai, quasiment autant de blocs sur leur équipement et qui du coup peuvent tanker via ça aussi.
et qui aussi, parce que c'est une des pistes que j'avais explorées, ont plus de facilité à mettre E-Strike dans leur deck, qui est une carte quand on se fait Red in the Ledger ou Spinal Crush, qui est extrêmement bonne. Et là, c'est pareil, mettre E-Strike dans le deck de Dashio, bah, c'est une carte de plus avec laquelle on ne booste pas. Et qui n'a pas de synergie avec notre deck si on la pioche en main, parce que ça enable pas Max V, ça enable pas Ayoktan, ça enable pas Tom, ça enable pas Spark, ça ne synergise pas avec les boom grenades, etc. Donc en fait, c'est des cartes, genre mettre des génériques dans Dash, bah, faut qu'elles soient du niveau de Tom of Yandal en fait. Et je pense que Sing Below et Strike, c'est pas des assez bonnes réponses par rapport au deck qu'on joue pour se justifier. Mm. Je suis d'accord avec toi. Euh, Moi, je suis en mode de la fin sur une petite dernière chose. Euh, J'aime beaucoup Dash.io, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Le seul petit problème que j'aurais vis-à-vis bah, notamment de failles, ce serait la variance. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu l'as dit, pour l'instant, les listes ne sont pas encore raffinées au maximum de ce qu'elles pourraient être. Et en fait, je trouve que le deck est un poil plus euh, variancé dans le sens où tes items, tu as envie de les voir au top, t'as pas envie de les voir dans ta main, tu as envie de voir plutôt des cartes qui boostent, et du coup, il y a une possibilité pour que bah, ça sorte un peu à l'envers, et qu'au final, bah, tu fasses pas les tours que t'attendes, genre typiquement que dans ta main, tu vois la bombe grenade, que le max V, tu le vois au-dessus de ton deck, et que du coup, bon, tu t'en sortes pas trop comme ça. Il y a quelque chose que je trouve que je vais juste énoncer là, parce que c'est dans mon mot de la fin, mais il y a une des capacités de Dashio dont on n'a pas parlé, qui est très présente dans le milieu des TCG, et je trouve que c'est une des choses les plus puissantes du héros actuellement. C'est quelque chose qu'on disait beaucoup à l'annonce du héros, surtout. C'est sa capacité à connaître sa prochaine carte, dans n'importe quelle situation. Et ça, la préscience dans les TCG, on était en mode non, bah, ils peuvent pas donner ça à un héros, c'est juste trop fort. Genre, bah, ça t'est déjà arrivé de jouer, de regarder la carte du dessus, de voir que t'as un Tom of Yandal et du coup de te dire j'avais un play, mais du coup je peux pas le faire comme ça. Chose que Dashio, que Dash OG n'a pas, chose que Max n'a pas et qu'il n'y a aucun autre héros qui a ça, de pouvoir juste, ok, voir la prochaine carte. C'est une carte typiquement dans Faille. On a mis des cartes comme Ravenous Rabble dans le deck pour ce genre de situation de pouvoir par exemple Ravenous Rabble, voir l'arcade du dessus et dire ok, donc si je pioche sur le momentum, je vais piocher cette carte qui va potentiellement me créer ce play là, ce play là, ce play là. Dash le fait tout le temps. Ouais. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Sauf les que là héros. en plus tu donnes pas l'info, Ouais, c'est ça, tu à donnes ton pas l'info à adversaire. l'adversaire. Tu as l'info vraiment que pour toi. Vraiment super pertinent. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que genre c'est vraiment. Enfin, moi je le vois quand j'ai des tomes, bah, j'adapte mes plays, j'adapte mes blocs. Quand je vais faire un tour où je joue Tom ou Ayoktan, des fois je joue pas Ayoktan dès le début parce que c'est pas la carte que je veux piocher, parce que des fois tu veux jouer un item avant, des fois tu. C'est vraiment genre. Ça te donne beaucoup plus d'informations et du coup c'est aussi beaucoup plus dur à jouer, je trouve, parce que ça change beaucoup de choses et même ça le change au fur et à mesure de ton tour. Mais c'est vrai que c'est très fort. Très très fort. C'est vraiment fort Ça, et il n'y a pas de doute que c'est un des trucs qui participe au fait que. Enfin, de toute façon, c'est son hero power. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait que le c'est héros. forcément ce qui fait que ce héros-là, Bah on oui, le c'est ça. considère plus qu'autre chose. C'est forcément sa capacité, puisque. Voilà. C'est ce qui fait que le héros est probablement plus difficile à jouer que Dash OG, etc. Même si ça reste de l'aggro et que pour beaucoup, aggro c'est facile à jouer. Non, c'est pas vrai. C'est ce qui fait que le héros est plus difficile à jouer que les autres. C'est la meilleure réflexion qu'on avait avec Azalea, avec la version Death Dealer et la version Sense Court. C'est qu'en fait, le fait de connaître la carte du dessus de ton deck te donne plus de lignes de play. Et plus tu vas augmenter ton nombre de lignes de play, plus tu as de choix possibles. Donc mathématiquement, plus tu as de chances de te merder. Ce qui est normal en soi. Mais plus tu as de chances de trouver le bon play du coup. Donc en fait, c'est un peu genre deux poids, deux mesures. Bah, en fait, disons que plus tu as de lignes de play possibles et plus tu vois de cartes, plus, comme tu as dit, tu as d'options possibles. Et du coup, plus ça peut être dur de trouver la meilleure option. Parce qu'elle est cachée au milieu de plein de choses. Et comme tu as plus d'actions à faire, en termes de sequencing, en termes de choix, en termes d'ordering et tout, du coup, tu as plus de timing aussi pendant ton tour, où tu peux genre inverser deux trucs et rendre ton tour moins bon. Alors que quand tu joues 3 cartes par tour, je fais un truc minimal, ou quand tu bloques avec 3 cartes et que tu attaques avec un marteau et que tes 3 cartes bloquent 3,
euh, t'as moins de timing et de choses qui vont te donner de la place au misplay, entre guillemets. Mm, c'est ça. Donc moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressé dans Dashio. C'est ça qui va faire que ben, je vais beaucoup continuer à m'y intéresser. Et c'est ça qui fait que, étant un joueur aggro, je suis très content qu'actuellement, dans la méta, l'aggro trouve une vraie place et que ça devienne vraiment intéressant. Et très pressé de voir ben, déjà donc, là le Calling Melbourne qui a lieu au moment où sort cet épisode. Et ben, les Worlds, hein. Très bientôt les Worlds. En plus, c'est bien parce que Melbourne, c'est un lieu où il y a des gens qui jouent Dash. Ouais, il y a- C'est une terre de mécano là-bas. c'est ça, il y a Donc beaucoup de ça va être mécanos. cool. Ouais. Ça va être cool. Mais ouais, non, on va voir. Mais je suis d'accord avec toi, c'est intéressant. En fait, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression que on est dans une méta où il y a des decks qui vont être représentés. Et il faut que les agros soient capables de jouer contre ces decks. Plus que, comme on a eu pendant longtemps, Braillard c'est le meilleur deck. Ok, qu'est-ce qui peut graviter autour? Genre, qu'est-ce qui peut tenir? Qu'est-ce qui C'est peut ça. l'abattre? Qu'est-ce qui est favorable? Ou Lexi est le meilleur agro? Ou Faye est le meilleur agro? Et là, j'aime bien le fait que on soit dans une méta où bah, on considère plutôt Dromai comme le meilleur deck. Et même s'il y a un aspect avec Dromai en presse, Mm. il y a plus un truc de ok, Dromai est considéré comme un des meilleurs decks, c'est un deck particulier à battre et à affronter, donc je peux pas jouer n'importe quel aggro même si c'est le meilleur parce qu'il faut que je sois pertinent contre ça. Pareil pour Azalea, pareil pour Bravo. Et je suis très content que ce soit ça parce que ça oblige les aggros à faire un peu plus d'efforts d'adaptation, de Mm. sideboard, de réflexion. Ouais, c'est ça. Et c'est pas juste ah bah on a fait des tests N, on a fait des games, toi tu fais 14, moi je fais 16, bah je prends celui qui fait 16. Tu vois, genre, je vais imaginer un peu plus, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça, mais là, en imaginant vraiment grossièrement, t'imagines des gens qui disent, ok, donc du coup, Dromai c'est le meilleur deck, vu que Dromai c'est le meilleur deck, il faut jouer Faille. Ah, mais du coup, Faille c'est le meilleur deck. Ah, mais du coup, si Faille c'est le meilleur deck, faut jouer Azalea. Ah, mais du coup, Azalea c'est le meilleur deck. Ah, mais du coup, si Azalea c'est le meilleur deck, faut jouer Dromai. Et en fait, tu peux faire ça avec tous les decks représentés actuellement. Tu peux faire ça avec Bravo, tu peux faire ça avec Katsu, tu peux faire ça avec Azalea, Fai, Dromai, Dash, Dashio. Et en fait, et tous ces decks-là ont des réponses et ont des moments où ils sont plus forts et moins forts. Et je trouve qu'on est moins dans une méta, genre vraiment avec une seule ligne. Et c'est ce qui encourage, bah, ça se voit de toute façon, hein. Plus on avance dans le jeu et plus on voit des callings ou des tournois où beaucoup de decks sont représentés, hein. On voit encore des tournois avec, et ce qui est normal, avec des Vincent, avec des Boltin, sous Boltin qui a reçu un très bon casque. Euh, il y a même encore des gens qui jouent Riptide. On a vu, alors à Paris, je sais pas comment ça peut être, mais enfin, je sais pas comment ça peut être ailleurs, mais en tout cas à Paris, il y a certaines personnes qui recommencent à jouer Arachni et qui font des choses hyper intéressantes avec Arachni. Donc, moi, je trouve ça bien. Moi, ça me plaît. Et voilà. Ouais, franchement, Mm. franchement c'est cool. Moi, ce sera mon mot de la fin. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, on est bon. On est bon. Eh ben, écoutez. Je pense qu'on a. Je pense que ça répond à ce que je voulais faire Mm. dans cet épisode qui était très de parler un peu de nos decks du moment, même si toi ça fait vraiment plus longtemps et que tu es beaucoup plus expert sur le tien, mais d'un peu les réflexions qui les entourent, genre pourquoi tel ou tel deck, pourquoi ça peut être pertinent. Et puis en fait, encore une fois, comme on vous le répète très régulièrement, le but de ce podcast pardon, ça a toujours été de, de faire naître des discussions dans la communauté, de donner des pistes d'argumentation, de débat, des fois d'amélioration aussi, on espère, pour que tous ensemble on s'élève aussi, qu'on essaye d'être meilleur en France collectivement et individuellement pour être aussi meilleur à l'international, parce que bah, comme je l'ai déjà dit, hein, nous égoïstement, ça nous fait aussi des meilleures personnes avec qui traîne et ça augmente notre niveau aussi en retour. Et là, c'est encore une fois le cas, c'est-à-dire qu'on part de ce que nous, on a à vous donner de nos réflexions parce qu'on joue les decks en ce moment, parce que moi, vous le savez, je théorie-craft beaucoup, je pense beaucoup, je me pose beaucoup de questions sur le jeu. Et du coup, on est capable, je pense, à notre niveau, de donner un petit peu de matière. Et après, à vous de réutiliser cette matière. N'hésitez pas dans les commentaires si vous considérez qu'on dit des choses fausses ou des choses incohérentes ou des choses qui sont pas pertinentes. Dites-le nous avec plaisir. Si, tant que c'est pas fait de manière irrespectueuse, moi je prendrai toujours bien les critiques qu'on peut me Pareil. faire et les retours qu'on peut me faire sur mes avis
Et je suis le premier à aimer discuter de choses et d'autres sur le jeu. Donc hésitez vraiment pas. Et puis voilà, hein. Mm. Sur ce, n'hésitez pas, likez. Allez voir notre chaîne Twitch. Il commence à lancer des petits lives. Donc ça, c'est très cool. Faut qu'on se mette aussi un peu sur Twitter. Mais bon, tout le truc, like, commenter. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis, ben, à la prochaine. Mm.